encore 4 mois, qui pouvait prétendre connaître la petite ville de Ferguson dans l'État du Missouri aux États-Unis? Mais depuis le 9 août 2014, cette banlieue de Saint-Louis est sous le feu des projecteurs. En ce jour d'été, Michael Brown, un jeune noir de 18 ans, désarmé, est abattu par un policier blanc, Darren Wilson. L'incident réveille les vieux démons de la ségrégation raciale à Ferguson et dans tous les États-Unis. Des manifestations éclatent dans la ville du Missouri et dégénèrent rapidement en échauffourées au nom de la justice. Après plusieurs semaines de calme, le grand jury en charge de l'affaire annonce sa décision d'abandonner les poursuites contre Darren Wilson. Une décision qui ravive la vague de colère. La ville s'embrase à nouveau et prend des allures de zone de combat. La police est toujours sur le qui-vive. Quand le calme reviendra-t-il à Ferguson? Cette semaine dans Focus, on vous emmène au Missouri. Bonsoir, merci de votre fidélité. Focus consacré cette semaine au Missouri, cet état du Midwest des États-Unis tristement rendu célèbre par les émeutes de Ferguson. Alors, incident passager ou sombre miroir des fractures de l'Amérique? Pour en parler, on va rejoindre tout de suite Farah Fazal. Vous êtes grand reporter à Ferguson. Farah, bonsoir. Bonsoir, de Ferguson, Missouri. Alors Farah, on sait sur le plan purement juridique l'affaire est classée, mais vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous pouvez nous dire si les tensions sont toujours aussi palpables? Absolument, il y a des manifestations tous les jours ici, mais il faut dire que la nature de ces manifestations a changé depuis le début de la semaine. Partout dans le monde, vous avez vu des immeubles brûlés, des gens vandaliser des magasins, et c'était il y a 5 ou 6 jours. Cette semaine, on a vu cette violence changer et on ne voit plus ce genre d'actes violents depuis quelques jours, mais ce qu'on a vu, c'est des manifestations pacifiques. Les gens passent leur journée à organiser ces manifestations. Et puis il y a autre chose qu'on a vu de très intéressant, on voit des interactions entre les manifestants et les forces de l'ordre et la garde nationale. D'ailleurs, vous pouvez voir un véhicule de la garde nationale derrière moi. Ils sont présents à presque tous les coins de rue ici à Ferguson. Ils sont là pour garder les bâtiments, mais on les voit aussi parler aux manifestants qui sont juste en face d'eux. Je ne peux pas vous dire qu'ils sont amis, mais ils se trouvent au même endroit au même moment et forcément, ça crée des conversations. Alors précisément, ces incidents à Ferguson ont ravivé les tensions raciales aux États-Unis. Comment ça se traduit sur le terrain? Bien sûr, on le ressent énormément dans les manifestations. Vous savez, beaucoup de ces manifestants sont noirs, mais beaucoup sont aussi blancs et ils viennent de partout. Et vous savez, l'une des choses qu'ils répètent dans ces manifestations, c'est que les vies noires comptent aussi. Et la raison pour laquelle ils disent cela, c'est parce que pendant des années et des années, les noirs ici avaient l'impression qu'ils ne comptaient pas. Farah Fazal, quel est le rôle des médias dans cette affaire? Parce que c'est une sacrée responsabilité de couvrir une question aussi sensible. C'est une question vraiment très importante. Nous avons une très grande responsabilité ici parce que vous savez, nous sommes ceux qui diffusent ces informations au public et notre public n'est pas uniquement noir ou uniquement blanc et nous devons vraiment représenter tous les côtés. Raconter les histoires des gens ici et ce qui leur arrive, qu'ils soient policiers ou manifestants. Vous savez, pour les policiers ici aussi, la situation n'est pas facile du tout. Ils doivent rester calmes alors que des manifestants leur crient dessus et les insultent. Donc cette histoire affecte vraiment tout le monde. Je me trouve non loin de l'endroit où Michael Brown a été tué et je peux vous dire que certaines personnes dans cette communauté ont perdu leur emploi à cause de cela. Ils ne peuvent pas nourrir leur famille. Donc c'est notre responsabilité de trouver ces gens-là et raconter leur histoire. Alors vous avez été en plein cœur des émeutes à Ferguson. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes senti comme au sein d'une zone de combat? Je vais vous répondre de deux manières. Vous savez, j'ai travaillé dans des zones de combat au Pakistan, donc je sais ce que c'est. Et oui, des fois, j'avais cette impression ici aussi. Il y a quelques jours, j'ai été aspergée de gaz lacrymogène avec les manifestants. Donc il y a des moments de tension extrême ici. Mais pour être honnête, au quotidien, Ferguson et Saint-Louis ne sont pas constamment en train de brûler. Lorsque vous suivez cette histoire à la télé partout dans le monde, vous avez l'impression que c'est le cas. Tout comme en Israël, les gens continuent de vivre leur vie au quotidien. Les gens à Tel Aviv vont au travail, ils vont marcher, ils vont voir leurs proches. Eh bien, c'est ce qui se passe aussi ici à Ferguson et Saint-Louis. Donc, de dire que c'est une zone de combat 24 heures sur 24, est faux. Farah Fazal, grand reporter à Ferguson, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Avec plaisir. On
On les appelle les swing states, ces États pivots où républicains et démocrates ont autant de chances de l'emporter l'un l'autre pendant les élections présidentielles américaines. Véritable baromètre des tendances de vote, le Missouri en est un, lui qui depuis 1904 a voté presque à chaque fois pour le président élu. Alors pour en parler, on va retrouver Nathan Vickers qui est journaliste à Kansas City. Nathan, bonsoir. Hi, how's it going? Très bien, merci. Alors pour commencer, dites-nous Nathan, quelles sont les grandes tendances politiques du Missouri ? Vous l'avez très bien décrit, c'est ce qu'on appelle un swing state, qui change de point de vue politique en fonction du reste du pays. Il y a un équilibre intéressant entre les électeurs conservateurs et libéraux dans cet État. C'est ce qui rend le Missouri très intéressant à chaque élection. Nathan, quels sont les facteurs qui pèsent véritablement sur le vote des habitants du Missouri ? Je pense que ça peut se résumer par ce fait. Un peu plus de la moitié de la population de l'État vit à Kansas City ou à Saint-Louis. Et l'autre moitié vit dans des zones plus rurales. Ces zones rurales ont tendance à pencher plus du côté conservateur et les zones métropolitaines sont plutôt du côté libéral. Il y a de nombreux enjeux politiquement, mais les zones rurales ont tendance à être plus du côté républicain et les villes sont plutôt alignées avec les idées du Parti libéral-démocrate. Et comment vous expliquez finalement cette diversité politique ? Je pense que ça remonte à longtemps. Je pense que comme dans tous les États du Midwest, il y a un esprit de communauté ici. Les gens sont prêts à s'entraider, mais ils ne veulent pas que le gouvernement du Missouri leur dise ce qu'ils doivent faire. On appelle d'ailleurs le Missouri le Show Me State. Ça remonte au discours d'un ancien politicien qui a dit que les habitants du Missouri veulent qu'on leur montre, qu'on leur prouve que le gouvernement va être bon pour eux avant de voter. Donc si je vous suis bien, le Missouri n'a pas vraiment de préférence politique traditionnellement. Ça doit être quand même un enjeu majeur donc, pendant les campagnes électorales. Eh bien, à l'échelle nationale, le Missouri représente seulement un petit pourcentage des voix. Mais la raison pour laquelle on fait toujours attention au Missouri est politique. Les changements politiques au Missouri affectent en général le reste du pays. Le Missouri est un peu un baromètre qui prédit ce qu'il va se passer pour le pays tout entier. Alors je sais que ce n'est pas une question facile, Nathan, mais je vais vous la poser quand même. Quel est votre pronostic sur le résultat des prochaines élections présidentielles au Missouri ? Si je devais prédire, je dirais que le Missouri est dans une phase plutôt conservative, ce qui voudrait dire que l'État pencherait plutôt du côté républicain. Mais c'est vrai que notre gouverneur actuel est démocrate et l'un de nos sénateurs est un démocrate. Alors on ne sait jamais vraiment comment cet État va voter. Nathan, vous savez que vous êtes enregistré et on reviendra vous voir en 2016 pour vérifier tout ça. Alors espérons que j'ai raison, je ne veux pas trop spéculer, on ne sait jamais avec cet État. Nathan Vickers, merci beaucoup et allez vite vous mettre au chaud. Merci. Allez, pour ne rien rater des dernières infos du Missouri, le top 5 de l'actu, c'est tout de suite en bref et en images. Le taux de chômage au Missouri a baissé de 6,3% en septembre à 5,9% en octobre de cette année. Il a atteint ainsi son pourcentage le plus bas depuis juin 2008. Selon le département de développement économique du Missouri, la baisse est due à une augmentation des offres d'emploi dans l'État au cours de la dernière année. Les vendeurs d'armes à feu dans le Missouri avaient signalé une hausse de leurs ventes le mois dernier dans la période juste avant que le grand jury de Ferguson ait décidé de ne pas inculper Darren Wilson, l'agent de police qui a tué le jeune Michael Brown. La hausse des ventes a été particulièrement remarquée parmi ceux qui n'avaient jamais acheté d'armes à feu auparavant. L'une des 4 personnes tuées dans l'attaque à la synagogue du quartier d'Arnoff à Jérusalem était un Américain originaire de Kansas City dans le Missouri. La victime, Kerry William Levin, 55 ans, est mort lorsque 2 terroristes palestiniens sont entrés dans la synagogue pendant la prière matinale. Levin avait émigré en Israël du Missouri lorsqu'il avait 20 ans. Un complexe immobilier de 8,5 millions de dollars dans la ville de Saint-Louis offre des appartements aux sans-abri. Le complexe a ouvert ses portes en octobre et 10 personnes ont déjà emménagé dans leurs appartements pour un contrat d'1 an. 15 autres SDF, dont des personnes handicapées, devraient y emménager prochainement. Le célèbre parc d'attractions Silver Dollar City, qui se trouve à Branson dans le Missouri, pourrait bien recevoir le titre du lieu public le mieux décoré pour les fêtes de Noël cette année. Comme chaque année, le parc a installé ses décorations de Noël. Il s'agit de 5 millions de lumières et d'un sapin couvert de quelques 350 000 lumières de type LED.
On ne pouvait pas imaginer faire une émission sur le Missouri sans évoquer le sport. Daniel Ziri, bonsoir. Bonsoir. Alors Daniel, le Missouri c'est aussi un vivier de grandes équipes sportives. Est-ce que les incidents de Ferguson ont eu un impact sur la scène sportive? Absolument Cyril, comme vous l'avez dit, le Missouri est souvent synonyme de sport pour les Américains. Et cette semaine, on a vu le sport local également montrer sa solidarité avec les manifestants de Ferguson. Les joueurs de l'équipe des Rams de Saint-Louis ont levé leurs mains en l'air avant d'entrer sur le match. Alors vous connaissez peut-être ce geste. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est le geste qu'on a vu beaucoup au cours des derniers mois, puisque le slogan des manifestants de Ferguson, c'est « Hands up, don't shoot », main en l'air, ne tirez pas en français. Deux des joueurs ont refait le geste également après avoir marqué un touchdown dans le match, donc c'est assez symbolique. Et la porte-parole de l'équipe a dit que personne dans la direction de l'équipe ne savait qu'ils avaient prévu de faire ce geste et que c'était vraiment une initiative spontanée de solidarité pour Ferguson, et on peut peut-être même dire une sorte de déclaration politique de la part des joueurs. Quand sport et politique font bon ménage. Alors le sport le plus populaire dans le Missouri, je crois que c'est le baseball, je ne me trompe pas? Tout à fait Cyril, c'est le baseball, c'est le sport le plus populaire dans le Missouri. Il y a deux grandes équipes dans cet état, des équipes qui jouent dans les ligues majeures. Premièrement, il s'agit des Cardinals de Saint-Louis qui eux jouent depuis plus de 100 ans et sont très populaires aux États-Unis. Ont remporté aussi la série mondiale à 11 reprises tout de même. Wow. Et puis vous avez aussi une autre équipe qui elle n'a pas connu de très grand succès tout au cours des 3 dernières années, mais enfin cette année elle a réussi à retourner la situation. Il s'agit de l'équipe des Royals de Kansas City. Ils ont surpris tout le monde cette année et ont réussi à accéder à la série mondiale pour la première fois en 29 ans, Cyril. Waouh, 29 ans. Donc le Missouri et le baseball, vous voyez, c'est vraiment une grande histoire d'amour et de succès aussi. Et voilà, les fans de baseball vont être servis. Alors Daniel, je crois que vous voulez finir par nous raconter une belle histoire. Oui, Cyril, l'une des plus grandes histoires sportives qui nous est venue du Missouri cette année, n'avait pas grand-chose à voir avec le sport en lui-même, mais il s'agit de Michael Sam, un joueur de sport de football américain de l'équipe de l'Université du Missouri. Voilà, exactement. Donc il joue dans l'équipe de l'Université du Missouri, il a fait son coming out en tant que gay en février dernier et est ainsi devenu le premier joueur ouvertement homosexuel à être sélectionné par la NFL qui, si vous ne le saviez pas, c'est la Ligue nationale de football aux États-Unis. Il a d'ailleurs inspiré d'autres joueurs à faire leur coming out aussi et c'est devenu quelque chose qui devient de plus en plus accepté dans le monde du football américain. Donc vraiment une belle histoire comme vous l'avez dit. Une belle histoire à n'en pas douter. Daniel Ziri, merci beaucoup pour cet éclairage et vous revenez nous voir très vite la semaine prochaine. Ah, je n'y manquerai pas. C'est l'une des plus belles attractions de la ville de Kansas City. De la fin novembre à la mi-janvier, le quartier de la Plaza se pare de ses plus belles lumières de fête pour la Thanksgiving. Une tradition ininterrompue depuis 1925, à l'exception de l'année 1973 où crise pétrolière oblige. Le président Nixon avait demandé aux Américains de réduire leur consommation d'électricité le soir de Noël. Chris Hernandez est porte-parole de l'Office du tourisme à Kansas City. Chris Hernandez, bonsoir. Bonne fête à vous aussi. Alors Chris Hernandez, qu'est-ce qu'il y a de si unique finalement à Kansas City pour la Thanksgiving? Ici à Kansas City, cet événement est l'une des traditions les plus importantes de la saison des fêtes. Il marque vraiment le début de la saison. Les familles passent toute la journée ensemble et ils font un énorme repas américain de Thanksgiving avec la dinde et tout ce qu'il y a autour. Et puis tout le monde vient ici, dans ce quartier, qui est un quartier de shopping de Kansas City, avec des magasins, avec des restaurants. C'est dans ce quartier que l'on installe ces lumières que vous voyez partout le long des rues. Et puis il y a le moment magique où on appuie sur le bouton, les lumières s'allument pour la première fois et tout le monde retombe en enfance. Ça vous met vraiment dans l'ambiance unique de la fête. En tout cas, c'est très beau ce qu'on voit derrière vous. Est-ce qu'ils sont nombreux les touristes à venir chaque année à Kansas City? Chaque année, des dizaines de milliers de personnes viennent ici. Ils remplissent tous les quartiers, tous les coins des rues. Ils se perchent sur les balcons, c'est très sympa. Est-ce que vous avez l'impression, Chris Hernandez, que les événements de Ferguson ont gâché la fête? Vous sentez le climat plus tendu que d'habitude? Je pense que ce que les gens espèrent, c'est qu'on arrive à se remettre de tout ça. Bien sûr, tout le monde voulait exprimer son opinion, son émotion et son sentiment à propos de tout ça.
Mais un événement comme celui-ci aide aussi les gens à s'en remettre et à revenir à une vie calme, à une vie paisible. Alors, même si nous sommes tous inquiets à cause de ce qui se passe à Ferguson, c'est maintenant l'occasion de revenir au calme et nous espérons que ça va aider avec le processus de guérison. De manière générale, ça sera ma dernière question, Chris Hernandez, quelle place a la Thanksgiving pour les Américains ? Vous savez, cette fête est centrée sur la famille. Les gens voyagent des kilomètres et des kilomètres pendant des heures, par avion ou par bus, et ils font tout ce qu'ils doivent faire pour retrouver leur famille et s'asseoir autour d'une table tous ensemble pour le dîner. C'est une occasion de retrouver les proches qu'on ne voit pas tous les jours. C'est très important. Chris Hernandez, merci en direct de Kansas City. Merci beaucoup et tous nos vœux pour cette fête. Merci. Passez le bonjour à l'équipe. Voilà, cette émission touche à sa fin sur ces images de feux d'artifice de la Thanksgiving à Kansas City. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, vivez curieux et surtout, restez focus.